Bienvenue dans le Lunch Ride, le podcast par la rédaction de Vojo. Dans ce podcast, on vous parle de VTT évidemment, on vous parle des sentiers dont on se lasse jamais, des personnalités passionnées et passionnantes qu'on rencontre, et on vous parle de nos machines aussi parfois. Ce nouvel épisode est réalisé avec le soutien de ProBike Shop. Vous le savez certainement, ProBike Shop c'est une des plus grandes enseignes européennes de vente de vélos et de pièces de vélos en ligne. C'est comme ça que la majorité d'entre vous connaît l'enseigne, mais ProBike Shop c'est également l'ambassade ProBike Shop, un lieu hybride et vivant situé au cœur de Lyon. C'est à mi-chemin entre une belle boutique et un espace événementiel, et c'est un endroit qu'on vous invite à découvrir. De notre côté, avec Vojo, on a déjà travaillé avec eux pour le lancement de Vojo Magazine Volume 3, le magazine papier qu'on publie une fois par an. On a accueilli plus de 200 personnes à l'ambassade le temps d'une soirée. Voilà, des événements thématiques comme ça, ils en organisent souvent et on vous invite à suivre l'actualité de ProBike Shop et de l'ambassade ProBike Shop sur les réseaux sociaux. Merci à eux et retour au Lunch Ride. Notre invité aujourd'hui, c'est un papa d'un vélo iconique de ces dernières années. Que vous l'aimiez ou non, le Specialized Levo a frappé un grand coup en débarquant sur le marché du vélo à assistance électrique et il reste encore aujourd'hui assez incontournable. Le vélo a été développé en Suisse, où on retrouve une petite équipe d'ingénieurs et Vincent Patureau qui en fait partie. Vous l'entendrez, Vincent nous parle de comment il s'est retrouvé à travailler dans l'industrie du cycle, de la genèse du projet Levo, de son succès et des changements qui ont depuis été opérés sur les générations suivantes. Il nous parle de sa vision du vélo assistance électrique dans le futur, il nous parle aussi de ce qu'il aime faire à vélo et de ce qu'il aimerait essayer de retrouver sur les machines sur lesquelles il travaille. On connaît finalement assez peu ces hommes et ces femmes qui travaillent dans l'ombre pour concevoir nos vélos. Et j'espère que vous apprécierez cette discussion autant que moi. C'est un nom que vous connaissez probablement pas, Vincent Patureau. C'est un homme de l'ombre, mais il a mis au monde un bébé que tout le monde connaît, c'est le Specialized Levo, c'est un des papas du Levo. Ouais, un des papas, il y a beaucoup de gens derrière. Il y a plusieurs papas, mais bon, ce qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'ils sont une toute petite poignée à avoir travaillé sur le premier vélo, et qu'on aime la marque ou le vélo ou pas, son succès commercial est assez indéniable, et donc on a eu envie de s'arrêter un petit peu avec lui pour discuter de son parcours et de ce qui l'a amené à designer un de ces vélos électriques qui fait vraiment partie des benchmarks aujourd'hui, pour utiliser un terme un petit peu vulgaire. Donc là, on est dans les Alpes, on revient, on a fait 3 heures de vélo, on a vidé nos batteries, et on se pose maintenant pour enregistrer ce Lunch Ride. C'est à toi que je vais laisser la parole, Vincent, maintenant, et j'aimerais bien que tu me racontes comment un petit Français se retrouve à bosser pour Specialized, une grosse marque mondiale, principalement californienne. Comment tu te retrouves à ce poste d'ingénieur en charge de ce tout nouveau vélo électrique il y a quelques années ? Beaucoup de chance d'abord. J'ai eu la chance pendant mes études de travailler chez Nicolai en Allemagne. Ouais. Ils fonctionnent beaucoup avec des stagiaires, il y a beaucoup d'étudiants qui vont là-bas pour faire leur stage de milieu d'études, de fin d'études d'ingénieur, etc., pour commencer à travailler sur des vélos en fait. C'est un peu le paradis de la bricole, du prototypage. Ouais, c'est vraiment super comme environnement pour apprendre à travailler dans le vélo, parce ils ont leur production sur place. Il y a beaucoup en fait, c'est rempli de passionnés. Ils sont toujours à chercher tous les détails, qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer, c'est quoi le prochain gros truc dans le vélo, etc. Ils font des prototypes tout le temps, il y a tous les vélos pour les clients qui sont faits sur place, finalisés sur place, empaquetés, etc. Et en fait, ils fonctionnent pas mal avec des stagiaires, parce qu'ils ont leur propre marque et ils sont aussi consultants pour d'autres entreprises. Faire des développements j'ai pas de nom qui viennent en tête, mais des entreprises allemandes souvent qui ont besoin d'un peu d'aide pour explorer des choses, pour prototyper des choses. Du coup c'est vraiment bien parce qu'ils prennent des stagiaires et du coup il y a du travail concret en fait. C'est tiens, il y a telle marque qui nous a commandé un prototype de ça, c'est ce qu'on a reçu comme information de leur part, mais il faut encore développer toute cette part-là. Le vélo il n'est pas prêt à être fabriqué, etc. Tiens, occupe-toi-en et puis on va t'aider à le faire et on va te former au passage. Du coup c'est super formateur en fait. Donc c'était un premier pas dans l'industrie du cycle et tu as vu une grande partie des coulisses déjà. Justement, et puis c'est l'occasion de voir comment les vélos sont designés, fabriqués, etc., de se familiariser avec toutes les contraintes. Et moi clairement ça m'a aidé après. Je sais plus quelle année c'était, mais j'étais là-bas pour mon stage de milieu d'études de 6 mois. Et en fait, avec ça,
Quand j'ai cherché un stage chez Scott, ça a fait ressortir mon profil parce que pour quelqu'un qui sortait de l'école, j'avais déjà de l'expérience, j'avais déjà designé des vélos, etc. Du coup, forcément, ça a été plus facile pour eux de me donner une chance en fait en tant que stagiaire. La touche Nicolai, elle est reconnue dans le reste de l'industrie du cycle. Ouais. Et toi aujourd'hui, maintenant que tu es en poste chez Specialized, tu regardes ce qui se passe chez Nicolai? Bah toujours en fait. Là, on avait, c'est marrant chez Specialized dans notre bureau, on a une photo, on est tous sur le canapé avec nos t-shirts Nicolai parce qu'on est, je crois, 4. En ce moment, on est 4 anciens stagiaires qui travaillent au développement chez Specialized Suisse qui sont passés par la case Nicolai. Et avec notre manager actuel, on a envoyé une photo au manager chez Nicolai pour l'anecdote, pour la blague. Donc tu disais, tu vas de chez Nicolai à chez Scott? Ouais, ça c'était pour le stage de fin d'études. En allant chez Scott, j'ai vraiment eu de la chance de tomber sur Benoît Grelier, le directeur de la R&D, qui a vraiment été super. Il m'a vraiment donné une chance là-bas. Et coup de bol, j'ai travaillé tout de suite sur un e-bike, sur un e-VTT. À l'époque, je crois que ça s'appelait le e-Spark. Ouais. C'était vraiment le tout premier qui faisait. C'était l'idée d'un chef de produit, de Nick, qui disait on a des super vélos urbains, il y a peut-être un truc à faire en e-VTT avec. Ben on va donner ça aux stagiaires, voir, il va faire des protos et puis on va voir si c'est intéressant. Et toi, à ce moment-là, tu avais une idée de ce que c'était l'e-bike, du potentiel que ça avait? Ça te plaisait plus qu'autre chose? Du tout, j'en avais aucune idée. Moi, je pensais Genius, Gambler, etc. Tous les grands noms de la marque. Et sur le moment, je me suis dit, c'est cool parce que c'est atypique. Et ça allait bien avec mon parcours chez Nicolai parce que j'avais déjà fait des vélos, je sais pas comment décrire ça, qui n'ont pas de dérailleur, pas de transmission classique, on va dire. J'avais plus fait des vélos avec des boîtes de vitesse. Du coup, ça allait bien avec mon maigre profil à l'époque. Et je me suis dit, pourquoi pas, on va essayer. Et je me souviens, on avait fait deux super vélos, 2 Spark avec à l'époque le système Bosch urbain. Ouais. Un peu comme iBike faisait à ce moment-là, comme ils vendaient des vélos. Et c'était super intéressant parce que personne ne savait où on allait. Du coup, c'était souvent les discussions, c'était ok, on fait quoi là? Bon, on va essayer dans cette direction. Ça, on laissait un peu plus parler l'intuition. Quel débattement on va prendre, quel ci, quel ça, quel format de roue. Ouais. On sait pas, on va faire les deux, etc. C'était un peu plus. Comme dit, il y avait cette liberté par rapport à. On travaille, c'est le chef de produit, un stagiaire, chapeauté par notre ingénieur d'un peu plus loin, etc. Il y avait un peu plus de. Il y avait vraiment de la liberté. On va essayer ça, et puis, on va essayer ça aussi alors. Et, ça a été vraiment cool. Ça, c'était la mission de stage, de faire ces 2 protos. Et ça a tellement bien marché qu'au final, ils m'ont reproposé un contrat après pour développer la version de production en fait. Chez Scott, ça s'est super bien passé. Et comment est-ce que tu arrives chez Specialized? En fait, à ce moment-là, Specialized créé son équipe à Zug. Ouais, d'ailleurs ça c'est quelque chose qu'on peut peut-être préciser. Les plus fidèles lecteurs qui suivent Vojo ou qui ont acheté notre volume 3 ont vu Vincent en photo, ont découvert la visite du bureau d'ingénierie e-bike qui, pour Specialized Monde, se situe en Suisse. Et c'est ça la particularité. Voilà, c'est la petite précision. Les e-bikes sont développés en Europe. Du coup, il démarrait ce bureau pendant que nous on travaillait justement sur ces VTT en parallèle à Scott. Et en fait, ils ont démarré avec une toute petite équipe sur place où ils faisaient majoritairement de l'urbain au début. Et ouais, ça avait l'air super intéressant. C'était vraiment un univers très start-up en fait. Il y a 4-5 personnes. Dans un petit local avec des vélos partout et des 3-4 bureaux avec des ordinateurs, ça faisait vraiment l'effet start-up avec une grosse entreprise derrière. Et en fait, juste le projet m'a séduit d'intégrer une petite équipe qui voulait essayer des nouvelles choses. On y reviendra tout à l'heure, mais vous êtes combien aujourd'hui ?
Aujourd'hui, j'ai même pas le chiffre exact pour être honnête, mais donne-nous un ordre d'idée. entre 30 et 35, on se développe énormément. Mais quand tu arrives là-bas, tu retrouves cette liberté que tu as pu avoir chez Scott sur tes premiers projets. Et maintenant, ça fait 7 ans que tu y es, tu es bien installé, tu as pris du galon sur place. Mais tu avais cette liberté en commençant à travailler sur le premier Levo. D'ailleurs, Specialized étant une marque américaine, ce ne sont pas les premières marques à être allées travailler dans cette direction, vers le IVTT. On peut considérer qu'il y a toujours un certain... Je ne sais pas si on peut appeler ça un retard, mais disons que les Nord-Américains sont un petit peu plus durs à convaincre. Au niveau du e-bike, ouais. Au niveau du e-bike, donc voilà. Est-ce qu'ils y croyaient vraiment? Comment ça s'est lancé ce projet? Au début, pas entièrement, c'était plus une curiosité. Par exemple, le vélo qu'on développait chez Scott, le e-Spark, c'était pas un gros VTT comme un énorme enduro pour shredder toute la journée, etc. C'était plus un vélo, c'était plus un tout-chemin. Et c'est vrai que c'est pas trop le créneau de Specialized, du coup il regardait ces vélos un peu avec un œil un peu interrogateur, c'est quoi, c'est fait pour quel type de pratique, etc. Du coup on n'a pas sauté dessus dès le début, on s'est concentré sur l'urbain. Ouais. Avec le premier Turbo S, si tu te souviens, genre tout rouge, etc., roule à 45 km/h, une vraie machine de commuting. Et du coup, quand je suis arrivé, on déclinait surtout ce vélo et on réfléchissait à la suite de ce vélo. Et plus comme un projet à côté entre ingénieurs et chefs de produits locaux, on a commencé à faire un Easton Jumper où c'était un sacré Frankenstein derrière le premier vélo. C'était pas, il s'est pas monté directement, il a fallu lui donner quelques petits coups de scie et de meuleuse par-ci par-là pour assembler la batterie. C'était pas du grand art. Mais c'est vrai qu'on a commencé comme ça à vraiment s'interroger, genre ok, peut-être c'est vraiment bien. On a fait quelques mules d'ailleurs, je pense elles étaient pas mal dans les photos dans les premiers articles. Et au final, on a mis nos collègues américains dessus, et puis ils nous ont dit en fait ouais, ça peut vraiment être quelque chose de super cool pour rouler 2 heures à fond, monter, descendre, etc. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est comme ça qu'on a réussi à ouvrir un projet en fait. Et donc là, vous avez carte blanche à ce moment-là? Ouais, ça a été vraiment super parce que c'était un point où on était les seuls à travailler dans l'e-bike. Les divisions aux États-Unis n'étaient pas encore trop dedans, ils n'avaient pas fait tous ces urbains, etc. Du coup, ils nous ont dit ok, on veut arriver avec le bon vélo. Comme dit, on ne sera pas les premiers, parce que d'autres marques y travaillaient déjà, il y avait déjà e-bike sur le marché par exemple, mais on va arriver avec le bon vélo, vraiment quelque chose qui est abouti, qui donne vraiment aux gens de se dire waouh, maintenant les e-bikes c'est vraiment bien, les IVTT, il nous en faut un. Du coup, on a vraiment eu carte blanche pour choisir nos partenaires avec qui on travaillait, la manière dont on travaillait, et beaucoup sur le brief du produit. On a vraiment eu une grande influence dessus pour décider de ce que serait le vélo. Est-ce que c'est un e-Stomp Jumper? Est-ce que c'est un e-Enduro? Etc. Même de choisir la plateforme, le donneur au niveau VTT qui allait nourrir la plateforme. Ça aussi, c'est un choix qu'on avait. C'était vraiment cool. Ça l'est toujours d'ailleurs, mais c'était vraiment cool aussi. Et est-ce que vous avez designé ce vélo comme étant le vélo avec lequel vous avez envie de rouler? Vous avez pensé, marché Non, justement, c'était aussi quelque chose... Comme on connaissait pas le marché, c'était un marché neuf entièrement, où il n'y avait pas vraiment de données, genre les gens s'attendent à ci, les gens s'attendent à ça. La pratique, les gens pratiquent le IVTT de telle manière, etc. On n'a pas réfléchi très longtemps et on a vraiment fait ok, on va faire notre vélo. Si on fait un IVTT, qu'est-ce qui va nous donner envie de le prendre le week-end à la place du Stomp Jumper ou autre chose en fait. C'était vraiment le brief, genre, faites-vous plaisir. Justement, donc ça revient à ce que toi, personnellement, Vincent, et puis je pense à Marc aussi qui travaille avec toi, ouais. Et puis au reste de l'équipe, qu'est-ce que vous aimez faire comme vélo? Qu'est-ce qui vous plaît dans le vélo? Nous, on est tous... C'est un peu un cliché, mais on est tous le week-end partis avec le van, que ce soit à Morzine, dans les Grisons, en Italie, etc., pour rouler des belles pistes, ou comme ici à Beaufort, en fait, ce qu'on a roulé ce matin. Du coup, on est plus
On est omnivore, on roule avec un vélo de trail, tout ce qui a à rouler, on le roule, ou avec un vélo de descente, ou même de temps en temps un vélo de route. Du coup, on s'est vraiment dit, en faisant le Levo, ouais, il nous faut le vélo ultime pour aller rouler le week-end, explorer un nouvel endroit, trouver des pistes. C'était genre, moi, juste arrivé en bas avec la banane, en fait. On s'est vraiment donné du mal pour que ce vélo ait une place à côté de... on roule tous. Je pense à Marc et à moi, ces dernières années, on a quasiment que roulé l'enduro. C'est qui, Marc? Marc Palure, Chaton. Ouais, c'est qui Chaton? C'est qui Chaton? C'est l'acolyte. C'est un autre papa du Levo. Ouais, c'est aussi un ingénieur en mécanique chez Specialized qui travaille avec nous depuis le premier jour. Justement, un stagiaire de Nikolai aussi qui est venu chez nous après pour faire son stage de fin d'études et qu'on a gardé parce qu'on l'aime bien. Est-ce que dans votre équipe, vous aviez tous les mains dans le cambouis à designer, à tester, ou est-ce que c'était très protocolaire, hiérarchisé, avec un chef qui chapeautait, des petites mains? Comment ça s'est passé pour ce premier vélo? Ah non, du tout, même le patron, Yann Talavasek, notre boss à tous, lui il venait avec nous à Taïwan, chez les fournisseurs, pour discuter. Je pense à une anecdote comme la batterie, le fait qu'il y ait les boutons sur la batterie sur les côtés avec les delays, etc., le plus et le moins. C'était un vrai challenge technique. Lui, par exemple, il a attaqué toutes ces choses-là. Parce qu'avant d'être notre manager, en fait, c'est un ingénieur vélo. Il a fait pas mal des grands vélos de Specialized, les Pics, le premier enduro avec le design en X, etc. Du coup, il est vraiment venu nous aider directement, ouais, comme tu dis, les mains dans le cambouis. Genre, ok, il faut qu'on fasse ça, on va trouver des solutions pour le faire. Il faut qu'on parle avec tel partenaire et je vais vous aider. Quoi. Est-ce qu'il y a des idées que vous avez eues, que vous n'avez pas pu mettre en musique parce qu'on avance sur votre temps, parce que trop compliqué à réaliser, vous avez fait par la suite, ou toutes les idées que vous avez eues, vous les avez mis dans ce Levo 1? Toutes les idées qu'on a eues sur le moment, dans les phases de concept et de développement, en fait, non, il n'y a vraiment aucune retenue. Il y a une bonne idée, la manière dont on juge les bonnes idées, c'est si ça résonne au sein de l'équipe. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui résonne, non, on y va directement. Par contre, au bout d'un moment, par exemple, si le vélo est outillé, déjà, il est prêt, on a les premiers protos qui roulent, et que là, je sais pas si on a une petite idée, genre, mais ça c'est bien, on pourrait faire ça un petit peu mieux, etc. Si on a l'occasion de le faire, forcément on le fait, mais des fois il y a des changements qui seraient tellement lourds, en fait, qui nous prendraient des mois et des mois de R&D pour redesigner toute une partie du vélo. Si c'est... En anglais on dit les nice to have, ce serait bien à prendre. Si c'est pas nécessaire, on le met dans le carnet pour le prochain. D'accord. Il y a des idées qui sont nées avec le Levo 1 et qui ont été appliquées avec le Levo 2? Le Levo 1, oui, on a compris beaucoup de choses sur l'intégration, par exemple, de la batterie et du moteur, qui ont directement influencé le Levo 2, en fait. Quand on s'est lancé dans le Levo 2, on avait quand même on a appris beaucoup de choses en faisant le Levo 1. Et on a repris tous les endroits où on a eu des challenges à résoudre. On a repris ça, on a repris ce savoir-faire. C'est pas savoir-faire, cette expérience comme savoir-faire pour designer le Levo 2 en fait. Et si on reste encore un tout petit peu sur le Levo 1, vous étiez inspiré d'autres vélos qui existaient ou pas trop? Oui, mais de push bike, pas d'électrique. Ouais. Une des directives qu'on avait, c'était qu'on voulait vraiment pas faire un vélo, un pushbike, juste on rajoute une batterie dessus à l'époque, ce qui était à peu près la norme, où il n'y a pas de bidon, pas d'eau, etc. Du coup, on a vraiment regardé, qu'est-ce qui fait un bon pushbike et comment on va réussir à ajouter une assistance électrique dedans sans perturber le pushbike. On n'avait pas trouvé qu'on avait vraiment d'e-bike qu'on voulait vraiment rouler ou qu'on voulait imiter en fait. Très bien. Et ce développement de la naissance de l'idée jusqu'à la naissance du vélo, il a fallu combien de temps? Sur le Levo 1, on est repassé là-dedans il n'y a pas longtemps pour des histoires de brevets et
on s'est rendu compte en fait de la feuille, quasiment de la feuille blanche. C'est-à-dire quand on avait vraiment toutes les idées sur un tableau et on a attaqué le design jusqu'au premier carton qui sortait de la ligne d'assemblage, à peu près 18 mois, je dirais. D'accord. Ce qui était un temps assez rapide, même pour une entreprise comme Specialized avec beaucoup de ressources, 18 mois c'est rapide. Moi je me souviens du lancement du vélo. Bonne surprise, bien accueilli par la presse et par Vojo. Évidemment, vous n'étiez pas les premiers. En revanche, vous arriviez avec un produit qui était très très crédible et à certains points de vue en avance sur son temps. On se souvient aussi qu'au niveau des précommandes, la marque annonçait quelques centaines de vélos qui seraient disponibles en Europe. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? C'était le lancement à Leogang. Du coup, on avait le lancement presse et après ce qu'on appelle le dealer event, quand les revendeurs viennent voir les nouvelles gammes. Et on a eu un tel engouement pour le vélo, on a eu tellement de commandes qu'en fait, on a dû, pendant la phase de développement qui était encore en cours à ce moment-là, ça, on ne le savait pas. On a dû adapter beaucoup de choses en fait pour faire face à la demande. Il y a des procédés de fabrication qui ont un petit peu changé pour vraiment pouvoir livrer des vélos. Oui, parce qu'avoir une bonne idée, un concept c'est bien, mais il faut le produire et en grande quantité. Je suppose que ça c'est un challenge que tu dois connaître. Surtout en vélo, la construction du cadre à l'époque était très, très novatrice. C'était pas comme un Stump Jumper ou un démo, etc., qui sont quand même assez... on sait bien les faire en grande quantité. Un Levo, c'était plus compliqué à ce moment-là. Du coup, même après le lancement, on a encore passé du temps purement sur la fabrication du vélo pour optimiser quelques points. Ouais. Est-ce que tu sais combien de Levo 1 se sont vendus ? Non, je connais pas les chiffres. T'as pas d'ordre d'idée ? Je dirais entre 50 et 100 000 facilement. D'accord, quand on parlait de quelques centaines en Europe initialement. Sur les 3 ans, et en prenant en compte le Kinivo, il y avait des hardtail aussi à l'époque, même un e-fat bike, on l'a beaucoup décliné aussi. Mais c'est vrai que ça a fait beaucoup, beaucoup de vélos. Bon, et est-ce que vous êtes fiers de votre travail ? Est-ce que vous avez pu savourer un petit peu tout ça ? Ouais, mais ça a été de courte durée. On a vraiment savouré le Levo 1 parce qu'il a été vraiment très bien reçu. Et de voir je sais pas comment dire, un peu la culture qui s'est créée derrière, tous les groupes de fans, etc. Tous les gens qui disaient j'avais plus trop le temps de faire de vélo, là je m'y suis remis et tout, ça a fait vraiment super plaisir de voir tous les gens qui sont déjà qui ont acheté le vélo et qui ont vraiment roulé, qui ont partagé leurs super expériences avec. Ça a été vraiment bien et ça a été un énorme catalyseur pour le Levo Gen 2 en fait, où ça nous a vraiment poussé à nous pousser nous-mêmes en fait, parce qu'on a vu on a compris que les gens qui roulaient avec ce vélo, ils faisaient vraiment du VTT avec, ils allaient vraiment à la montagne, dans les chemins, etc. Du coup, sur le Gen 2, ça nous a remotivés à essayer de pousser. Je suppose que ça a rendu votre travail plus crédible aux yeux de vos collègues en Amérique du Nord et le segment aussi plus crédible. Après, sur le segment, il y a beaucoup de marques aussi qui en sont venues avec des super produits, avec des super vélos. Mais c'est vrai que chez nous, en interne, d'un coup, quand on a vu le succès qu'on avait avec ce vélo et le bien que ça faisait à la marque aussi, en termes d'image, etc., c'est vrai que nous, ça nous a aussi beaucoup aidé en interne. Ouais. Est-ce que vous avez autant de liberté pour commencer à travailler sur ce que vous appelez le Levo Gen 2, Génération 2 ? Est-ce que vous étiez le même petit groupe avec la même liberté ? Toujours beaucoup de liberté en fait, parce qu'au travers de la première génération, on a prouvé qu'ils pouvaient compter sur nous pour amener un bon produit. C'est sûr qu'avec l'engouement du public et le succès commercial du vélo, il y a des décisions qui, sur la première génération, on prenait assez rapidement, juste en suivant nos envies. C'est vrai que sur la génération 2, on a un peu plus réfléchi, on a un peu plus pris la température avec plusieurs personnes, avec plusieurs groupes dans l'entreprise. Mais de manière générale, que ce soit au niveau de l'ingénierie, que ce soit vraiment même du côté de la personnalité du vélo en lui-même, toujours une énorme liberté. Ouais.
il y a plein de nouveaux métiers qui se sont créés autour de ce vélo parce qu'il y a toute la partie software, donc tout ce qui va être gestion du moteur, gestion de l'électricité, d'électronique. Je pense qu'il y a plein de... Voilà, tout ce qui est motorisation. Il y a de nouveaux métiers qui se sont créés, plein de gens qui sont arrivés qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler dans l'industrie du cycle avant et qui ont intégré votre équipe en Suisse. Ouais, c'est justement le développement qu'on a en ce moment. On a vraiment beaucoup de nouveaux collègues depuis 2 ans. C'est que des nouveaux métiers en fait. Les gens comme moi ou Marc, on développe des cadres et on fait de l'intégration de batterie et de moteur. On est bien, on a une bonne équipe, bien solide. Par contre, c'est vraiment beaucoup de nouveaux métiers qui sont arrivés. Par exemple, avec la génération 2, on a développé ce qu'on appelle le TCU, le display qu'on a sur le top tube du vélo qui montre l'état de charge de la batterie, le mode, le bouton on-off, etc. Mais qui gère aussi tout le vélo, qui communique avec l'app. Pour faire tous ces développements, en fait, on a dû s'adresser à des gens qui connaissent ces milieux. Développer une app, c'est loin d'être aisé. Du coup, là, on a une équipe qui travaille sur l'app en local, je ne vais pas dire de bêtises, mais 3 à 4 personnes. Plus une entreprise avec laquelle on travaille pour certains développements. Du coup, tout ça, c'est des nouveaux métiers. Tous les ingénieurs en électronique qui s'occupent des batteries et des moteurs, pareil, c'est des nouveaux métiers qui sont venus renforcer notre équipe pendant le développement de la génération 2 de l'Evo et qui ont montré en fait les premiers succès avec cette nouvelle équipe, c'est tout le développement du système SL qu'on a dans l'Evo SL. Donc l'Evo SL, est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est que le l'Evo SL ? Il y a plein de manières de le décrire. Simplement, c'est un Levo allégé, c'est un e-bike léger, avec un moteur moins puissant, une batterie adaptée à ce moteur, et ça nous permet d'alléger énormément le châssis pour faire un entre-deux entre le musculaire et le Levo full capacité et full power. Et maintenant, c'est l'instant promo, et nous vous invitons à retrouver sur votejomag.com toutes les informations sur le Levo SL. Avec probablement des photos de Vincent qui tient des batteries, appuie sur des boutons et peut tout expliquer en détail. Yep. Et donc une équipe qui grossit en Suisse. Toi, qu'est-ce que tu fais maintenant ? C'est quoi ton métier ? Parce qu'il a changé entre le premier Levo et aujourd'hui. Forcément, maintenant, les projets sont beaucoup plus importants, en fait. Quand on développe un châssis, un moteur, une batterie, une intégration, une nouvelle commande, etc. Du coup, en fait, il y a beaucoup plus de personnes qui travaillent sur ces projets. Et petit à petit, c'est sûr qu'il faut plus orienter et manager un groupe qui avance dans la même direction. Du coup, les profils, par exemple, commencent à rendre plus vers du management de projet, en fait, technique, pour justement essayer de travailler justement avec tous ces nouveaux métiers, avec forcément un département qualité renforcé, etc. Beaucoup plus d'acteurs dans le développement du vélo. C'est vrai que quand on roulait, tu me parlais de ce département qualité qui est renforcé. Que font ces personnes ? Qui sont-ils ? C'est assez intéressant, je trouve. On a beaucoup investi dans notre département qualité en e-bike pour vraiment mettre le doigt sur des choses très fines, par exemple, où j'essaie de penser à un exemple. Si on a l'assistance à la marche qui fonctionne pas parfaitement dans certains cas, ça peut être très coûteux en temps de comprendre quel cas ne fonctionne pas parfaitement et d'aller chercher qu'est-ce qui se passe en fait exactement, ça peut venir de tellement d'endroits, que ce soit capter le signal de vitesse, capter ce que l'utilisateur fait avec la commande au guidon, que ce soit la batterie, le moteur, etc. Il y a tellement de sources, de problèmes potentiels, que c'est un vrai métier maintenant de trouver les défaillances probables ou possibles dans ces cas-là, et c'est le job du département qualité maintenant
d'investiguer, un bel anglicisme, de rechercher de rechercher ce type de problème et de communiquer soit en interne si c'est quelque chose qu'on peut régler directement, soit avec nos partenaires si c'est quelque chose qu'on peut régler, qu'on doit régler avec eux. Et pareil, c'est tout notre testing en fait, les validations des produits a énormément changé ces dernières années. Oui. Et c'est énormément, j'ai envie de dire, professionnalisé. Où aujourd'hui, si on sort avec un Levo 2 par exemple, on doit loguer les heures, on est attentif à plusieurs points. On s'échange beaucoup de messages en disant en ce moment, il y a un doute sur cette partie ou sur ce comportement du moteur dans telle situation. S'il vous plaît, gardez un œil là-dessus et si vous remarquez quelque chose de particulier, laissez une marque dans les loggers, etc. pour voir si on peut chercher vraiment quelque chose dans le comportement en fait. Qui sont les personnes qui testent vos prototypes de vélo électrique ? Un peu tout le monde en fait. Ça va par phase maintenant. Les phases vraiment tôt dans le développement, on les garde avec nous en interne. Tu dis nous, interne, je veux dire les ingénieurs. Oui, au bureau en Suisse, les ingénieurs, les chefs de produits, tout le monde roule. On parlait des ingénieurs qualité, ils roulent aussi, ils sortent avec. En général, dans ces phases de produits, on en fait entre 10 et 15 et on en attribue à certaines personnes, on se les échange aussi, etc. pour dégrossir les gros problèmes qu'on pourrait trouver. Et une fois qu'on a un produit avec lequel on est confiant, on commence à le disperser un peu plus. Il commence à être testé un peu partout dans le monde, que ce soit en Californie ou même des fois en France chez notre distributeur français, pour avoir plus de retours de gens qui... C'est différent, ils ont d'autres attentes, ils roulent d'autres types de terrain, d'autres c'est un peu là que je voulais t'amener, c'est important parce que c'est dans tous les sens, parce que nous, c'est vraiment c'est limité, là où on roule, on se balade pas mal, on va en Italie, on va ici et là pour rouler avec les vélos, quand on en a l'occasion, mais ça reste quand même le gros du testing, est fait en Suisse, près de nos bureaux, c'est un type de terrain, il n'y a pas des masses de cailloux, il y a tel type de météo, etc. Ça serait assez renfermé en fait. Et souvent ce qui nous arrive, c'est on en envoie en Californie où c'est très différent, c'est très sec, c'est très sable, cailloux. C'est en général des pistes qui vont beaucoup plus roulantes, beaucoup plus vite. Du coup, ils nous amènent d'autres réflexions en fait, ça pourrait être... Il y a beaucoup de poussière qui s'accumule ici, ou là, il y a beaucoup de boue qui s'accumule dans ce compartiment, et c'est des choses que nous, on n'aurait pas forcément trouvées dans notre environnement de test, en fait. Ouais, vous êtes dans un petit environnement, un microcosme, mais par contre, vos vélos vont être vendus partout dans le monde, donc ils doivent convenir... Est-ce que vous, justement, vous utilisez, tu en parlais tout à l'heure, de la communauté de fans, est-ce que vous utilisez les retours des pratiquants ? Ce sont finalement les personnes qui achètent vos vélos, qui passent le plus de temps dessus au cumulé. Est-ce que vous avez une manière de récolter les informations Ouais, beaucoup, en fait. Ça nous est arrivé... on s'en est beaucoup inspiré quand on a lancé la génération 2. Parce qu'on a vraiment vu les retours des utilisateurs, tous les fan groups sur Facebook ou sur d'autres plateformes. On les salue. On vous salue d'ailleurs, et c'est super parce qu'on voit vraiment... autant on voit ce que les gens adorent, ça fait vraiment plaisir de voir les gens. J'ai fait une super sortie de tant et tant de mètres de dénivelé, de kilomètres, et j'ai réglé mes modes d'assistance de telle manière. C'est super de voir les gens échanger. Et c'est un peu amer quand il y a des retours négatifs, mais au final, pour nous, c'est hyper intéressant. Du coup, continuez à commenter, s'il vous plaît. Pour nous, c'est super utile, en fait. Mais soyez constructifs, s'il vous plaît, aussi. Est-ce que c'est important d'être implanté en Europe pour le département e-bike de Specialized ? Jusqu'à maintenant, oui, parce que l'e-bike, c'était très européen, que ce soit le VTT ou l'urbain. Je pense que dans les 2-3 années à venir, ça se démocratise déjà énormément aux États-Unis. On commence à voir qu'on vend beaucoup de e-bike, de e-VTT là-bas. L'urbain aussi commence à se démocratiser là-bas.
Du coup, je pense que dans les prochaines années, le développement va devenir plus mondial en fait. Où c'est vrai que dans les 10 dernières années, c'était très centré sur l'Europe et ça avait beaucoup d'avantages d'être en Europe. Et maintenant, je pense qu'on va devenir ça va devenir plus global. Est-ce que tu as envie d'aller travailler aux États-Unis ? Pourquoi pas. C'est sympa aussi, la Californie, la vie à Santa Cruz, c'est très sympa comme environnement aussi. Il y a un autre endroit où tu passes beaucoup de temps, c'est en Asie, à Taïwan plus particulièrement. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? On fabrique, on assemble beaucoup de choses. Les produits sont réalisés en Asie, beaucoup à Taïwan. On profite beaucoup du savoir-faire taïwanais. Ouais, qu'est-ce que tu vas retirer des moments là-bas ? Qu'est-ce que tu peux pas piloter depuis ton bureau en Suisse ? Jusqu'à présent, le Covid a changé beaucoup de choses de ce côté-là parce qu'on n'a pas pu voyager cette année. Mais en général, c'est très utile pour nous d'y aller en équipe de produits. C'est-à-dire quand on y va, on se déplace souvent à 5, 6, 7 personnes. Les ingénieurs, les développeurs, les ingénieurs qualité se déplacent à Taïwan, souvent pour les premiers assemblages de vélos, que ce soit la première fois qu'on fabrique des cadres, pour voir les soucis potentiels qu'on puisse trouver sur les cadres, pouvoir discuter avec les gens directement, que ce soit pour les premiers assemblages des vélos. Ça devient des machines complexes à assembler, les gammes d'assemblage sont loin d'être simples sur les e-bikes. Du coup, c'est très important en fait d'aller sur place, de vraiment assembler les vélos ensemble avec nos partenaires et de discuter directement avec eux de okay, où est-ce qu'il y a des informations qui manquent par exemple, okay, on ne sait pas comment on va assembler ça exactement, c'est encore un peu flou, ou là on pense l'assembler de cette manière mais c'est pas très efficace, il faudrait plus qu'on assemble comme ça, est-ce que c'est possible de changer cette pièce un petit peu pour pouvoir avoir accès à cette gamme d'assemblage, etc. C'est vraiment hyper important. On discutait avant de la génération 1 et de son succès commercial, où nous on a vraiment dû s'adapter pour pouvoir faire face à la demande. Ces déplacements en Asie sont extrêmement importants pour pouvoir justement faire face aux commandes, etc. Parce que sur ce genre de volume, on ne peut pas se permettre d'avoir un vélo qui n'est pas efficace au niveau de l'assemblage. C'est pas une question de coût en fait d'assemblage du tout. C'est vraiment une question de capacité et de qualité en fait. S'il y a vraiment quelque chose qui est très compliqué à assembler, on a potentiellement le risque qu'il soit mal assemblé en fait si on doit en assembler beaucoup, et c'est un risque qu'on ne peut pas prendre. Ouais, c'est une partie importante de la conception, c'est concevoir aussi quelque chose qui est facile à produire. Et c'est vraiment un travail d'équipe avec nos partenaires, et souvent ce qu'on fait depuis quelques années, c'est on les invite à la table de la conception, vraiment dans les premières phases de conception. On leur explique grosso modo ce qu'on compte faire, ce qu'on compte designer, comment on compte le designer, comment on compte concevoir le cadre en aluminium, l'assemblage, etc. pour s'assurer avec eux qu'il n'y ait pas de gros... encore un anglicisme, de gros showstoppers, des choses qui vont vraiment tiquer et qui vont être pas possibles. Qui vont bloquer. En production, ouais. Du coup, c'est vraiment un gros travail d'équipe de ce côté-là. Est-ce que tu bénéficies parfois des conseils et réciproquement des autres ingénieurs de Specialized qui travaillent sur d'autres gammes, d'autres types de vélos, routes, VTT Oui, bien sûr. Nous, par exemple, on parlait de Marc avant, nous, notre cœur de métier, c'est l'intégration du système e-bike dans un vélo, que ce soit dans un VTT, dans un vélo de route, dans un urbain. On a nos équipes aux États-Unis, leur cœur de métier, c'est de faire des VTT. Du coup, ils nous épaulent énormément sur la partie VTT du e-bike en fait. Ils nous aident à prendre des décisions. Parfois, on doit faire des constructions différentes des leurs parce qu'on a certaines parties du vélo doivent répondre à un cahier des charges différent quand c'est un e-bike. Quand il y a un énorme moteur dans la zone du boîtier de pédalier, forcément, on est obligé de le construire différemment. Que ce soit en 3D ou que ce soit le développement carbone. En général, je dirais même pas en général, je dirais quasiment tout le temps,
On a une pratique assez saine où on va coucher en 3D ou sur le papier l'idée qu'on a. On va en discuter avec eux, leur poser des questions, avoir quelques cerveaux en plus pour échanger des idées. Et c'est très bénéfique en fait. Pour éviter des soucis. Ils ont vraiment beaucoup d'expérience dans le développement de triangles arrière, de suspension, etc. Du coup, ils nous aident vraiment à éviter des faux pas ou juste donnent beaucoup de conseils. Il n'y a pas vraiment de... En fait, il n'y a pas vraiment de compétition interne entre départements, etc. Ouais. C'est vraiment tout le monde partage ce qu'ils ont à partager. Et réciproquement, maintenant, ils commencent à faire aussi certains e-bikes de leur... je ne veux pas dire de leur côté, en fait. C'est plus, ils prennent la responsabilité de développer certaines plateformes. Et bien sûr, nous aussi, on est là pour les aider quand ils ont des questions sur « comment on peut faire ça ? Là, j'ai un problème, ça passe pas exactement. Comment vous avez réglé ça sur d'autres vélos à refaire, est-ce que vous le referiez, etc. » C'est vraiment des discussions très ouvertes. Ouais. D'accord. C'est une équipe. Et si tu sors ta boule de cristal, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur, pas forcément Specialized, mais comment tu vois un petit peu toi l'avenir des e-bikes? Je sais que c'est une question très très vaste, mais est-ce que tu vois ça est-ce que tu nous vois aller dans une direction où il y aura plus d'e-bikes légers du type l'Evo SL, ou est-ce qu'on va garder des grosses machines de guerre Personnellement, mon avis personnel, je pense que ça va continuer à se développer. Les e-bikes légers, on est que au premier. Je parle pas nécessairement que du Levo SL, il y a d'autres marques, je pense à marques qui ont intégré le système Fatsois, etc. Il y a plusieurs modèles qui se développent en ce moment. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de nouveaux développements dans les prochaines années de ce côté-là, mais je pense pas que les marques vont arrêter ou vont ralentir sur le développement des e-bikes full puissance, on va dire. Parce que la question que je me pose en ce moment, c'est est-ce que tous les vélos vont être déclinés dans tous les débattements et toutes les puissances. Ouais. Par exemple, est-ce que ça a du sens de faire un vélo de cross-country électrique full puissance, ou est-ce qu'on va les voir seulement en moyenne puissance, en SL, ou réciproquement, est-ce que ça a du sens de faire un mini démo avec une mini assistance électrique? C'est quelque chose, je suis vraiment curieux de voir si ça va se développer, si on va vraiment faire à chaque fois un peu des doublons, ou s'il y a vraiment les grosses puissances vont s'orienter vers, je sais pas, les gros débattements, les petites puissances vers les petits débattements, j'en sais rien encore, mais c'est vraiment excitant. Ouais. Merci pour le moment boule de cristal. Ouais. Dernière question pour un prochain épisode du Lunch Ride. Dans l'industrie que tu connais, des athlètes, des collègues à toi, qui est-ce que tu aimerais qu'on interroge? Oula. Des gens qui sont intéressants, des gens qui t'ont fait rêver, des gens avec qui t'aimerais aller faire du vélo. À toi de me dire. Au niveau des développements, je réfléchis au niveau des développements, le dernier vélo qui nous a fait nous dire genre waouh, il est super, le vélo il est vraiment cool, ils ont vraiment fait du bon boulot. Je réfléchis, c'est d'un pur point de vue personnel et ingénierie. Moi j'ai beaucoup aimé ce que Orbea a fait en ce moment, l'Ocam ou j'ai le nom du e-bike sur le bout des... Le Wild. Le Wild, ouais. Vraiment super vélo. Et je sais que nous, on est très curieux de voir ce qu'ils vont faire. Et ce serait intéressant d'écouter, d'entendre comment ils développent un peu leur vélo et s'ils ont aussi des anecdotes à partager. Ouais. Le Lunch Ride, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast et sur les autres plateformes en nous laissant des commentaires. Vous pouvez retrouver tout le travail de la rédaction sur votejomag.com, au format papier sur Vojo Magazine et évidemment sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook. Merci encore à Pro Bike Shop de nous soutenir sur ce podcast que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter. Et à bientôt pour de nouveaux Lunch Rides.